RCI Info, paix, justice et information. Voilà, nous sommes ici en direct de Kinshasa, plus particulièrement pour assister à la présentation du programme de gouvernance des 7 Kikuni. Comme vous le savez, c'est un exercice très important de pouvoir présenter à la nation congolaise, aux Congolais bien sûr, son programme de gouvernance. Comment vous pensez procéder pour emmener l'émergence dans ce grand et magnifique pays qui est la République démocratique du Congo. Donc, chers téléspectateurs, merci pour cette confiance accordée. On va suivre l'intégralité, on va se retrouver tout juste après. Alors voilà, nous allons avant tout exécuter l'hymne national. Debout, Congolais, qui nous unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos plus dans la théorie ardente. Parler la peur dans la vie citoyenne, entonner fièrement, salut, don béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé, on ton soleil nous assurait. Ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 juin immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Président, prenez place. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le savez, merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Comme vous le savez, au mois de mai, nous avons été dans la même salle. Nous avons été dans la même salle. En ce moment-là, c'était le cadre du lancement du parti Piste pour l'émergence. Et lors du lancement de ce parti-là, les membres du parti, c'était le congrès, avaient décidé d'investir un homme et lui ont donné un mandat qui est celui de présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Étant donné que Piste pour l'émergence n'était pas le seul parti qui a recommandé à cet homme-là de présenter sa candidature à l'élection présidentielle, cet homme a honoré à l'engagement qu'il a pris en acceptant de postuler, et pour plaire à tout le monde, il l'a fait en tant qu'indépendant. Et nous, Pistes, nous ne voyons pas l'homme, nous voyons ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Mais comme on ne peut pas détacher l'âme au corps, nous allons présenter la personne qui incarne celui qui a postulé à l'élection présidentielle, et nous l'appelons Seth Kikuni Masudi. Seth Kikuni Masudi est né à Kinshasa le 14 décembre 1981. Il est père et époux à Madame Lorraine, à la charmante dame Lorraine Kaboumani, et père de ses 2 enfants, dont un garçon, un magnifique garçon, et une fille. Il a fait ses études primaires à Kinshasa, à l'école primaire Saint-Georges, et c'est même à la même école Saint-Georges où il a effectué ses études secondaires. À partir de cette 3e année,
jusqu'à l'obtention de son diplôme d'État. Il a fait ses études au collège Frère Alimba, toujours à Kinshasa. En 2001, après avoir obtenu son diplôme d'État, il obtient une bourse d'études qui le conduit à passer ses études supérieures à l'étranger. Et il fait ses études universitaires à la faculté des sciences politiques, département des relations sciences politiques, département des relations internationales à l'université d'Ankara et à l'université de Galatasaray en Turquie. Et ensuite, l'université de Pretoria en Afrique du Sud. De 1996 à 2005, il a pratiqué au niveau amateur et semi-professionnel le football athlétique qui lui ont appris très jeune la discipline et l'importance de l'esprit de travail en équipe. M. Seth Kikouli, au-delà d'une large expérience professionnelle que vous aurez à suivre sur Internet et partout, a été candidat à l'élection présidentielle de 2018 parce qu'il porte en lui, il incarne une vision et des objectifs pour toute la nation congolaise, pour tous les pays et pour tout le peuple congolais, s'il ne faut citer que cela, parce qu'il a aussi une vision régionale, africaine et mondiale. Et parce qu'il croit à sa vision, il a encore présenté sa candidature cette fois avec grande détermination. Et la détermination, c'est de finalement remporter les élections. Il est devant vous, il va vous dire ce qu'il porte pour la nation congolaise de manière directe et de manière encore directe ou indirecte ce qu'il porte pour l'Afrique et le monde entier. Je vous remercie. Merci M. Ramazani Chabandinou pour cette biographie du président Seth Kikouli. Pendant au futur président de la République, Seth Kikouli a présenté à la nation congolaise son programme. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bonjour, chers amis des médias. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de présentation de notre programme de gouvernance 2024-2028. Comprenez que nous sommes à 5 jours du début de la campagne électorale. Nous sommes à 35 jours de l'opération de vote qui aura lieu le 20 décembre de cette année. Comme vous le savez, voter est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité pour nous en tant que citoyens, parce que cette petite opération de d'1 minute 30 secondes est l'occasion pour nous de déterminer, de choisir l'individu ou encore les individus, le groupe d'individus qui vont présider à notre destinée. C'est donc un rendez-vous important. C'est en ces moments-là que, en tant que citoyens, nous renonçons à une partie de notre liberté pour la confier à une autre personne. Comprenez que c'est un moment important. C'est pourquoi avant de se prêter à cet exercice-là, avant d'aller voter, il est toujours important, voire primordial pour les citoyens que nous sommes, de comprendre et d'écouter l'offre politique de la personne à qui nous voulons confier notre destinée. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons vous présenter à toute la nation congolaise notre offre politique. L'offre politique que nous vous présentons aujourd'hui s'intitule « La nouvelle donne ». C'est une série de pistes et de solutions pour le quinquennat
2024-2028. C'est un travail qui a connu la participation de plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui sont ici avec nous dans cette salle. Nous avons passé des nuits blanches, nous avons travaillé, nous avons fait participer dans la rédaction de ces projets des experts des différents secteurs de notre administration, y compris les experts de la police et de l'armée. Nous avons parlé avec la population, pas seulement de Kinshasa, mais de toute la République démocratique du Congo. Question pour nous d'avoir ce projet, de condenser et de présenter à la population congolaise ce que nous considérons comme cette série de pistes de solutions. Alors, la nouvelle donne comme piste de solutions correspond d'abord à notre vision en tant que parti et à ma vision en tant que candidat président de la République. Cette vision consiste à répondre aux aspirations de toutes nos populations en ce qui concerne la démocratie, la bonne gouvernance, les droits humains, la justice, la sécurité et le bien-être. Cette série de pistes de solutions correspond à notre ambition qui est de bâtir une République démocratique du Congo riche et prospère en s'appuyant sur les ressources inépuisables de chaque personne, de chaque famille et de chaque communauté. Et enfin, cette série de pistes de solutions correspond à notre objectif, qui est d'améliorer les conditions de vie matérielles et de faire entrer finalement la République démocratique du Congo, notre pays, dans le 21e siècle. Nous avons notre devise, que vous voyez d'ailleurs dans tous nos drapeaux. Cette devise, c'est mobiliser, organiser, transformer. Ce que nous voulons faire pendant ce quinquennat, c'est mobiliser tout ce que nous avons comme ressources, c'est organiser tout ce que nous avons comme ressources et les transformer en vue de rendre la République démocratique du Congo riche et prospère. Alors en chiffres, la nouvelle donne est un ensemble cohérent de plus de 375 projets que nous avons répartis en 4 axes majeurs. Nous avons un axe politique qui contient 117 projets, dont 26 réalisables en 90 jours, 28 en 360 jours et 63 en 5 ans. Nous avons un axe économique qui contient 142 projets, dont 20 réalisables en 90 jours, 30 en 360 jours et 92 en 5 ans. Nous avons un axe social qui contient 73 projets, dont 8 réalisables en 90 jours, 14 en 360 jours et 51 en 5 ans. Et enfin, nous avons un axe politique étrangère et environnementale qui contient 44 projets, dont 6 réalisables en 90 jours, 12 en 360 jours et 26 en 5 ans. Alors, chaque axe que nous allons vous présenter a été conçu de façon très compréhensible. Tout d'abord, on expose notre plan d'action, c'est-à-dire la stratégie que nous voulons appliquer pour arriver au résultat voulu. Ensuite, on parle de principes, c'est-à-dire les fondements sur lesquels nous construirons nos 375 projets. Et enfin, nous parlons des objectifs, c'est-à-dire les résultats que nous voulons atteindre. Avant d'aborder les projets phares de chacun de ces axes, avant d'enchaîner ou encore de continuer avec la séance questions-réponses, parce que je sais que vous avez beaucoup de questions, vous aurez beaucoup de questions après notre présentation,
Permettez-moi de vous expliquer l'approche de notre parti et de notre candidature sur la politique. Quand on dit « nous faisons la politique », qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre cela. Si vous comprenez cela, vous serez aussi en mesure de comprendre facilement la totalité, l'entièreté du programme quinquennal que nous sommes venus vous présenter. Alors, faire la politique pour nous, pour notre parti Piste pour l'émergence, faire la politique pour Seth Kikuni, c'est simplement servir. C'est ce qu'il faut retenir. C'est servir l'individu. C'est-à-dire servir l'être humain en tant que subjectivité. Ici, on ne parle pas du collectif, du groupe. Quand on parle de l'individu, on parle de Ramazani, on parle de Lorraine, on parle de Roger. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, nous servons l'individu en tant que subjectivité qui est en contact permanent avec d'autres individus, d'autres subjectivités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, servir pour nous, c'est aussi servir son temps, c'est servir son époque. Notre temps, c'est le 21e siècle. Le 21e siècle, c'est le siècle de la technologie, c'est le siècle du confort, c'est le siècle du bien-être matériel, c'est le siècle d'une médecine avancée, c'est le siècle de la bonne rémunération pour ceux-là qui travaillent. Et c'est inconcevable pour nous que l'on continue à se contenter du pire pendant que le meilleur existe. Le pire, c'est ce qu'on vit ici en République démocratique du Congo. Le meilleur, c'est le 21e siècle. C'est ce que les autres vivent à quelques kilomètres d'ici. Voilà en quelques mots ce qu'il faut comprendre par faire la politique pour nous et pour notre candidature. Alors le premier axe que nous avons expliqué dans notre programme de gouvernance, c'est l'axe politique. Le titre de cet axe, c'est un leadership qui normalise le système. Le plan d'action, c'est la bonne gouvernance et les réformes institutionnelles. Et le principe dans cet axe, c'est l'humanisme libéral. Ce qu'il faut comprendre par humanisme libéral, c'est ceci. Pour nous, quand on dit humanisme libéral, c'est-à-dire que l'humanité est sacrée. C'est ce qu'il faut comprendre par humanisme. Et par libéral, il faut tout simplement comprendre le fait que l'humanité pour nous, c'est l'individu. Ce n'est pas le groupe, c'est l'individu. Donc l'individu est le sujet et l'objet de notre politique. Parmi les objectifs visés dans cet axe, puisque nous parlons de l'individu, il s'agit de la protection des libertés et droits fondamentaux, il s'agit de la formation de l'élite politique, de la valorisation des citoyens. On veut en même temps restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions de la République, et on veut protéger nos citoyens. Parce que dans cet axe, nous nous sommes beaucoup attelés sur l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire la sécurité intérieure et la défense nationale. Alors, quelles sont les grandes lignes de cet axe? Le premier point qu'il faut retenir, et peut-être le plus important dans cet axe, c'est le fait que nous voulons démocratiser tous les processus politiques en République démocratique du Congo. Le plus grand projet proposé dans cet axe, c'est nous voulons proposer à la population congolaise, une fois que nous sommes élus, un nouveau mode de scrutin législatif, national et provincial, à 2 tours et 2 listes. C'est-à-dire que
Nous voulons répondre à un problème que nous avons dans notre pays. La scène politique congolaise est très obèse. Il faut un régime pour cette scène politique. La question c'est comment est-ce que nous normalisons cette scène politique sans toucher aux principes démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint du fait que nous avons plus de 900 partis politiques. C'est un problème. Et ce nombre-là va continuer à s'accroître, nous le savons tous. Alors nous ne pouvons pas demander aux citoyens d'ouvrir des partis politiques. Nous ne pouvons pas le faire. C'est antidémocratique. Qu'est-ce que les autres proposent? Lorsque vous suivez les offres politiques des autres partis, pour eux, ils pensent que si nous revenons, par exemple, au système de l'élection présidentielle à 2 tours, nous allons résoudre le problème. Mais en réalité, on est en train de parler du président de la République. Qu'est-ce que nous proposons ici? Nous disons non, ce qu'il nous faut pour résoudre ce problème, c'est les élections législatives nationales et provinciales à 2 tours et 2 vitesses. Cela veut dire que, puisque nous avons 900 partis politiques, ou plus de 900 partis politiques, nous allons aux élections, nous organisons d'abord ces élections-là pour 250 sièges. Et pour ces 250 sièges-là, tous les partis politiques vont compétir. Ils viennent, ils déposent leur candidature et 900 partis politiques, même s'il y a 25 000 candidats comme aujourd'hui, vont se disputer les 250 sièges. Et au deuxième tour, nous n'allons prendre que les 2 premiers partis. À supposer que Piste pour l'émergence est dans ces élections-là, il finit premier avec 20 députés, il est suivi par un autre parti qui obtient 10 députés. Au deuxième tour, pour les 250 sièges restants, il n'y a que Piste et ces deuxièmes partis-là qui vont compétir. Nous allons organiser le deuxième tour de ces législatives au même moment avec l'élection présidentielle. Ce qui fera que le président de la République sera issu de l'un des partis au deuxième tour. Ça va nous permettre de résoudre le problème parce que tout ce que nous avons essayé aujourd'hui n'a vraiment pas résolu le problème. Par rapport à 2018, les législateurs avaient pensé qu'en modifiant le système de seuil, nous allons avoir moins de candidatures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, pour que votre candidature en tant que parti soit recevable, il faut présenter au moins plus de 50% des candidatures. Alors en 2018, pendant que nous avions 15 000 candidatures à l'élection, aux élections législatives nationales, cette fois-ci nous avons 25 000. Aux élections législatives provinciales, nous avions 18 000. Aujourd'hui, nous sommes à 40 000. Ça n'a pas résolu le problème. Mais si nous appliquons ce système des élections législatives à 2 tours, nous allons, à notre avis, résoudre le problème. Et cela va nous permettre aussi de supprimer les systèmes de seuil. Parce que nous voulons supprimer les systèmes de seuil. Nous n'en aurons pas besoin si nous passons aux élections législatives nationales et provinciales à 2 tours. Une autre mesure importante, toujours par rapport aux partis politiques aux élections, nous voulons abolir les immunités des députés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de députés, beaucoup de criminels se cachent dans l'Assemblée nationale, derrière les immunités, pour continuer à maltraiter la population, pour continuer à se distinguer dans l'impunité, pour continuer à faire du mal à notre pays. Alors nous voulons abolir les immunités. Nous voulons aussi adopter une loi pour la fermeture des partis politiques. C'est aussi l'une des mesures, l'un des projets que contient notre programme de gouvernance. Le critère pour fermer un parti politique, c'est la non-participation de ce parti-là à 2 cycles électoraux consécutifs.
vous ne participez pas aux élections à 2 cycles, pendant 2 cycles, on ferme votre parti. On a plusieurs partis mallettes qui sont incapables de présenter ne fût-ce que des candidats aux élections communales. À mon avis, à notre avis, ces partis-là ne sont pas viables. Je pense que même le PPRD aujourd'hui, puisqu'ils ont raté ces élections, s'ils ne présentent pas des candidats aux prochaines élections, si nous nous sommes élus, nous allons commencer à compter pour eux. Donc voilà les quelques innovations apportées par rapport aux partis politiques et aux élections. Par rapport aux libertés et aux droits fondamentaux, c'est vrai que nous avons plusieurs projets aussi dans cette catégorie. Mais le projet le plus important, le projet auquel nous tenons le plus, c'est augmenter le nombre de juges à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons 9 juges à la Cour constitutionnelle. Nous voulons que ce nombre-là passe de 9 à 21. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que la Cour constitutionnelle est dans la poche de l'exécutif, pendant que cette Cour est censée être le 3e pouvoir qui équilibre, qui joue le rôle de l'arbitre entre toutes les institutions. Alors, si nous quittons de 9 à 21, nous aurons un système équilibré. Pourquoi équilibré? Parce que dans notre programme, nous avons prévu à ce que 7 juges viennent de l'Assemblée nationale, 3 juges viennent de la présidence de la République ou soient nommés par le président de la République, 3 juges viendront du conseil interuniversitaire, c'est-à-dire que nous allons permettre aux professeurs de droit qui ont leur conseil de nous donner 3 juges. 5 juges viendront du conseil supérieur de la magistrature et 3 juges viendront de l'ordre national des avocats. Nous aurons au total 21 juges. Cela va garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Parce que si la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante, nous ne serons pas en mesure de construire ce pays parce que la justice élève une nation. Et le mandat pour ces juges-là, si nous sommes élus, sera de 12 ans non renouvelable. Cela veut dire qu'ils vont excéder le mandat présidentiel. Cela sera aussi une garantie de leur indépendance. Deuxième chose que nous allons faire dans ces domaines, nous voulons instaurer le système des élections des procureurs près les hautes juridictions. Aujourd'hui, les procureurs ne sont pas élus. Mais si nous sommes élus président de la République, nous allons faire en sorte que les procureurs généraux près les hautes juridictions soient désormais élus. Une autre mesure, c'est assurer une justice accessible, équitable, complète et opportune. Nous avons à peu près 19 projets dans cette catégorie, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est nous partons du principe que la justice délivrée tardivement est une injustice. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Prenez le cas d'un député national, Chéribin Okende, paix à son âme, qui jusqu'aujourd'hui est à la morgue. Il a été député national et ministre dans ce pays. Si une élite comme Chéribin Okende, un homme de son niveau, qui a servi ce pays avec abnégation, si son cas aujourd'hui n'a pas encore trouvé solution, ça prouve que nous avons des sérieux problèmes dans ce pays. Et pensez maintenant à toutes ces personnes démunies, vulnérables, qui n'ont pas été députés, qui viennent des familles pauvres. Avec quelle célérité, avec quel sérieux leurs cas sont traités à la justice. C'est pourquoi nous nous disons, notre principe, c'est une justice délivrée en retard est une injustice. Nous allons numériser
l'administration judiciaire, parce que c'est un problème. Lorsque vous allez au parquet aujourd'hui, vous allez voir un tas de papiers. C'est-à-dire que si le parquet prend feu, c'est fini. C'est quand même inadmissible, dans un monde aussi développé, de voir nos magistrats, nos procureurs, continuer à tout écrire à la main. Il faut numériser le système, parce que lorsque vous numérisez le système, au moins vous avez la possibilité de stocker toutes ces données-là quelque part et vous protéger tous les citoyens. Numériser l'administration, c'est une priorité pour nous. Nous allons aussi nous attaquer aux facultés des droits. Parce que aujourd'hui, malheureusement, nous avons constaté que ceux qui pratiquent le droit pêchent contre la science elle-même. Ce n'est pas une bonne chose. Nous allons renforcer le régime disciplinaire contre les magistrats corrompus. Il y a un problème de corruption sérieux à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons installer des systèmes de surveillance, d'enregistrement pour contrôler les magistrats. Une autre mesure importante, toujours dans cet axe politique, c'est rendre l'administration publique et les entités décentralisées beaucoup plus efficaces. Ici, il est beaucoup plus question d'encourager l'usage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Cela veut dire que nous allons rassembler dans un même portail tous les services de l'État. Aujourd'hui, lorsque vous suivez un dossier dans l'administration publique, par exemple à la fonction publique, lorsque vous écrivez une lettre, vous n'avez pas de retour direct. Il faut aller payer 5 000, 10 000 francs, faire ce qu'on appelle le suivi, ce n'est pas normal. Il faut imposer à ce que, lorsque vous faites une demande à l'administration publique, le délai maximal pour avoir la réponse soit de 72 heures. Ce n'est pas compliqué. Il faut imposer cela. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans une administration publique qui fonctionne. Tous les investisseurs se plaignent à propos de ces sujets-là. Quatrième mesure importante, peut-être le plus important dans l'axe politique, il s'agit de garantir la sécurité intérieure. Et quand on parle de sécurité, dans cette catégorie, nous parlons de 4 sous-catégories qu'il faut absolument retenir. Premièrement, l'innovation ici est que nous avons placé la lutte contre la corruption dans la catégorie de menaces contre notre sécurité intérieure. Un détourneur pour nous n'est pas différent d'un rebelle du M23, n'est pas différent d'un terroriste de tous les mouvements terroristes qui se trouvent dans notre pays. Alors nous avons placé la lutte contre la corruption dans cette catégorie-là, de menaces contre la sécurité intérieure. Donc lorsque vous détournez sous notre gouvernance, vous serez poursuivi pour crime de haute trahison. C'est comme cela qu'on le définit. Et nous allons veiller à ce que ce genre de procès puisse avoir lieu dans des tribunaux spécialisés. Et pour renforcer cette mesure, nous voulons étendre la portée de l'audit de la Cour de compte. On veut que ce soit la Cour de compte qui s'occupe de ce travail. Et nous allons supprimer l'IGF. L'IGF n'existera pas sous notre mandat. Pour la bonne et simple raison que nous avons constaté que l'IGF n'est pas en mesure de contrôler la présidence de la République. Parce que l'IGF est une agence de la présidence de la République. Or, le plus grand détournement vient de la présidence de la République. Alors nous allons prendre ce pouvoir-là, donner à la Cour de compte et supprimer l'IGF. Deuxième sous-point, dans la catégorie de la sécurité intérieure, c'est la lutte contre le crime organisé. Nous avons un problème sérieux de Koulouna dans ces pays. C'est un problème sérieux. Tout le monde se plaint. Nous sommes aujourd'hui incapables de nous promener dans cette ville de Kinshasa après une certaine heure. Alors qu'est-ce que nous avons dit?
Au-delà de toutes autres mesures que nous allons prendre, comme réformer la police, doter la police des équipements, des moyens, améliorer leurs conditions matérielles, salariales, nous voulons aussi limiter la vente des armes blanches, c'est-à-dire des machettes. Si nous prenons le pouvoir pour acheter une machette ou autre arme blanche, vous aurez besoin de l'autorisation de la police, des services de sécurité de votre lieu de résidence. Comme ça, nous serons en mesure de tracer tous ces criminels. Parce que si c'est la police qui fait l'autorisation et le commerçant vend la machette avec autorisation, nous serons en mesure de contrôler, ou du moins de contenir ce trafic-là, cette multiplication-là des machettes entre les mains des koulouna, des gens qui nous font du mal, qui n'ont pas pitié lorsqu'il s'agit de faire du mal à nos populations. Troisième point, c'est la lutte contre le terrorisme. Nous avons aujourd'hui beaucoup de mouvements terroristes à l'est du pays. ADF, MTM, le M23. Nous allons mener une lutte acharnée contre ces mouvements-là terroristes. Et le quatrième point, c'est par rapport au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas seulement dans l'est, mais aussi sur toutes les frontières du pays. Voilà plusieurs années que nous avons un conflit dans l'est. Nous avons perdu plus de 10 millions de nos compatriotes à cause de cette guerre. Et cette guerre continue. Malheureusement, les pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas été en mesure de protéger nos compatriotes. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Ce que nous disons, c'est, premièrement, nous allons encourager nos FARDC à mener sans concession la lutte armée contre tous ces groupes terroristes, criminels, qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Et la deuxième mesure, la plus importante, écoutez-moi bien, la deuxième mesure la plus importante pour mettre fin, ou du moins alléger la souffrance de nos compatriotes dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est une fois que nous prenons le pouvoir, nous allons relocaliser tous nos compatriotes vivant dans les zones frontalières vers le centre du pays. Cette relocalisation sera planifiée. Nous allons déterminer l'étendue et nous allons les relocaliser. Nous allons aménager un nouvel espace vers le centre du pays qui va les accueillir et les accommoder. Et une fois qu'ils seront relocalisés, nous allons militariser toutes ces zones. Désormais, lorsque vous regarderez la carte de la RDC, vous allez voir une zone rouge militarisée tout au long de nos frontières. Il n'y aura plus de civils là-bas. Tous les civils iront vers l'Est. Ça sera notre façon à nous de le protéger, une fois que nous prenons le pouvoir. Le dernier point, par rapport à l'axe politique, c'est la défense nationale, qui est l'assurance de la sécurité intérieure. Pour nous, la sécurité intérieure dépend de la défense nationale. Le projet, la mesure la plus importante ici, c'est d'abord allouer 12,5% de notre budget général à la défense. C'est ce que nous voulons faire. Le deuxième point, nous allons investir dans l'industrie de la défense. On parle quand même de la défense. Nous ne pouvons pas continuer à importer les munitions
et tout ce que notre armée peut utiliser pour combattre l'ennemi, y compris l'habillement, l'alimentation, les médicaments. Ce sont des choses que nous pouvons produire localement. Si nous investissons dans l'industrie de la défense, nous allons aussi consolider la puissance de nos forces armées. Une autre mesure importante, nous allons lancer, ça nous l'avions dit en 2018 et nous le répétons, nous allons lancer le travaux de l'instauration du service militaire obligatoire à la fin des études pour tous les jeunes. Ça, nous allons le faire. Nous allons aussi extirper de l'armée. Croyez-moi, nous allons le faire. Nous allons extirper de l'armée tous les militaires issus du brassage. Nous allons les extirper de l'armée. Voilà en quelques mots ce qu'il faut retenir par rapport à notre axe politique. Le deuxième axe, c'est l'axe économique. Le titre de cet axe, c'est une République démocratique du Congo qui produit et qui grandit en produisant. Le plan d'action, c'est la redynamisation de la croissance pour l'émergence et le développement. Le principe ici, c'est l'autonomie et l'initiative privée. Au début, je vous ai parlé de l'individu. Et nous sommes convaincus que le développement de ce pays passera par l'initiative privée. Nous ne voulons plus d'un État qui vient distribuer à gauche, à droite des choses. Non, nous voulons que l'individu soit au centre de la production de la richesse nationale. C'est pourquoi nous accordons une importance particulière à l'individu et à l'initiative privée. Nous accordons aussi une importance à son autonomie en tant qu'individu. Alors, quels sont les objectifs poursuivis dans cet axe? Ici, pour nous, nous l'avons dit au début, nous allons nous attaquer à l'amélioration des conditions de vie matérielle. Infrastructure de base, nous voulons résoudre ce problème-là. Production locale, nous voulons résoudre ce problème-là. Création d'emplois, nous allons créer beaucoup d'emplois, comme je vais l'expliquer ici. Logement pour tous, le logement est un problème, surtout pour les jeunes. Nous voulons résoudre ce problème-là. C'est vrai que nous avons plusieurs projets dans cet axe économique. Je vais essayer de les résumer. Nous allons lancer le processus de dédollarisation de notre économie. C'est important. On ne peut pas prétendre être une nation forte si nous devons continuer à utiliser une monnaie étrangère. Nous allons dédollariser notre économie. Nous allons réduire et soumettre à l'impôt les rémunérations de toutes ces personnes-là qui s'accaparent du plus grand, de la plus grande partie de notre budget. C'est-à-dire les députés, les sénateurs, les ministres, les gouverneurs et les membres du conseil d'administration des entreprises publiques. Nous allons réduire leur rémunération et soumettre cela à l'impôt. Pour résoudre le problème de logement, 3 mesures. Première mesure, nous allons supprimer le frais de titre de propriété pour l'achat d'un premier logement. Si vous achetez un premier logement, vous n'allez pas payer de frais perçus par l'État. Deuxième chose, nous allons ramener la garantie locative de 3 mois à 1 mois. Un très grand nombre d'emplois dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. L'objectif de notre quinquennat, c'est-à-dire que si nous accédons à la magistrature suprême, l'objectif de notre quinquennat
est de créer 27 300 000 emplois dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. 27 300 000 emplois dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Comment est-ce que nous allons le faire? Écoutez-moi très bien. Comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons offrir à chaque diplômé, si vous êtes diplômé de l'université et que vous êtes désireux de vous lancer dans ce secteur-là, de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage, nous allons vous offrir 3 clés. 3 clés. Une première clé pour le logement dans une zone agricole organisée. Une deuxième clé pour l'entrepôt ou encore une mini-usine de transformation, toujours dans cette zone-là agricole. Et une troisième clé pour un engin motorisé. Ça peut être un tracteur ou un camion pour évacuer vos produits. Et les 3 clés, je répète, si vous êtes désireux de vous lancer dans ce secteur-là et que vous êtes diplômé, vous allez recevoir ces 3 clés-là dans l'immédiat. Nous voulons limiter, ou encore nous allons limiter l'exportation de nos matières premières en imposant un quota de transformation locale. Parce que le plus important, c'est créer de la valeur ajoutée pour nos matières premières. Pas seulement pour nos matières premières, mais tous les produits que nous avons en République démocratique du Congo. C'est en créant la valeur ajoutée que nous allons nous enrichir. Ça ne sert à rien de continuer à vendre des produits bruts. Alors ce que nous voulons faire, c'est investir dans l'industrie, dans les PME, dans l'entrepreneuriat, impliquer les écoles et les universités dans ces processus-là de relance de transformation industrielle. Nous voulons baser notre économie sur la transformation industrielle. Certaines machines seront fabriquées ici. Nous allons investir, même à faible quantité, pour que certaines machines, pour des biens de consommation, soient fabriquées localement. Nous allons investir dans cela. Et nous allons aussi financer les entreprises qui veulent se lancer dans la fabrication des machines et équipements qui peuvent nous permettre d'avoir des biens intermédiaires. Nous voulons relier tous les 26 chefs-lieux de notre pays. C'est-à-dire que nous allons commencer au Soudou-Bangui et au Ouélé jusqu'à Tchibinda Kasumbalesa, qui se trouve au Kasaï et dans le Haut-Katanga. Et de l'ouest à l'est, nous allons commencer dans la ville de Mwanda, au Congo central, jusqu'à la ville de Bukavu. Nous allons faire de 3 villes de points de jonction des autoroutes que nous allons construire. La ville de Kananga, la ville de Mbujimaï et la ville de Lodja. Et nous allons aussi lancer les travaux d'évaluation pour la construction d'une nouvelle capitale dans la province de Sankuru. La capitale ne peut pas... La capitale ne peut pas être aussi loin des autres villes. Les gens de Goma, de Bukavu, de l'Est ont l'impression de ne pas vivre en République démocratique du Congo parce que la capitale est très éloignée. Alors nous allons ramener la capitale au centre du pays. Nous allons lancer ce projet-là pour permettre à toutes nos populations d'être à distance égale avec la capitale. Nous allons construire des écoles, 7800 pour 5 ans, 48 universités, 96 instituts supérieurs, 10 hôpitaux généraux de référence, 870 centres de santé et 5 instituts nationaux de recherche biomédicale comme l'INERB. Tu tombes malade à Bikoro, il y a des examens sérieux à faire. On doit prendre ces résultats-là, amener à l'INERB de Kinshasa, aller-retour, et la personne meurt. Ce n'est quand même pas normal. Ces instituts-là de recherche
dans des provinces ciblées. Nous allons commencer avec 5 et si nous avons un deuxième quinquennat, nous allons continuer avec la construction de ces instituts. Les gens ne savent même pas comment ils vont battre campagne. Ce n'est pas normal. Il n'y a que le président de la République qui a un avion. Ce n'est pas normal. Par rapport à l'enseignement supérieur et recherche scientifique, comprenez que nous avons ramené l'enseignement supérieur et recherche scientifique dans la catégorie de l'économie. Mais nous allons aussi lutter contre la main-d'œuvre étrangère illégale qui force le marché du travail. Aujourd'hui, il y a des Indiens, des Libanais qui sont dans l'illégalité, qui ne sont même pas qualifiés et qui viennent occuper de postes que les Congolais peuvent occuper. Nous allons lutter contre cela. Nous allons encourager et multiplier les opportunités de stages professionnels dans les entreprises. Aujourd'hui, vous finissez l'université, vous allez chercher un emploi, vous venez de l'université, mais on vous demande une expérience de 5 ans. Faire la promotion de nos sites touristiques, parce que le tourisme dépend de la sécurité. Le tourisme dépend des infrastructures. Il faut des routes, il faut des hôtels, il faut des restaurants. Une fois que nous construisons des routes, nous allons encourager les privés à investir dans l'hébergement et la restauration. Nous allons aussi former des guides touristiques. Ces secteurs-là, touristiques, peuvent rapporter à la République démocratique du Congo, si nous avons des infrastructures et de l'hébergement, plus de 50 milliards de dollars par année. Nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de relancer ces secteurs-là. Ici, je ne parle même pas des emplois que ces secteurs-là peuvent générer. Nous aurons des guides touristiques qui seront formés dans les écoles professionnelles et qui pourront se faire de l'argent juste en aidant les touristes à découvrir nos sites touristiques. Le troisième axe, c'est l'axe social. Nous tendons déjà vers la fin. Le titre, c'est un système inclusif de développement personnel. C'est le développement personnel et l'inclusion sociale. Le principe ici, c'est la dignité humaine. Écoutez, quand on dit social dans le pays, je sais que le politicien, c'est sur ces points qu'il vous mente. C'est sur ces points qu'il vous roule. C'est sur ces points qu'il vous endorme. Quand on parle social dans notre programme, on parle de toute autre chose. Dans notre programme, il s'agit plutôt de donner à tout Congolais l'opportunité ou encore la chance de devenir celui qu'il veut, faire ce qu'il veut et avoir accès à toutes les opportunités que présente notre pays. Donc nous avons limité le secteur social à 4 choses, 4 sous-catégories. D'abord l'éducation de base, qui est pour nous une forme d'existence mentale. Nous nous sommes dit, pour que quelqu'un puisse exister, il doit étudier. L'éducation de base est un droit. Pour exister mentalement, tu dois étudier. Et nous voulons investir beaucoup dans ce secteur. Alors, le premier projet que nous allons lancer, tous les projets dans cette catégorie sont complémentaires. Le premier projet que nous allons lancer dans le secteur de l'éducation de base, c'est, et nous allons lancer ce projet en collaboration avec les parents. Ce projet s'intitulera « Chaque maison est une école ». L'éducation commence à la maison. Chaque maison est une école. Et ça, nous allons le faire en 5 ans, croyez-moi. Nous allons créer des centres de formation qui vont faire en sorte que, en 5 ans, nous n'aurons aucune femme de moins de 40 ans qui sera analphabète. Je disais les infrastructures des écoles selon les normes scientifiques. Réduire le nombre des élèves par classe selon les exigences internationales.
Nous allons enseigner les valeurs fondatrices de la République et la raison d'être de nos fêtes nationales à nos enfants. Nous allons enseigner à nos enfants nos langues nationales et nos valeurs culturelles. Nous allons mettre en œuvre un programme de l'entrepreneuriat déjà dans nos écoles et nous allons réunir les experts que nous avons dans le domaine éducatif pour faire du lingala une langue scientifique dans les 10 prochaines années. Les plus grands projets ici, ce qu'il faut retenir, c'est une fois que nous prenons le pouvoir, nous allons mettre en œuvre le système de médecins de famille. Chaque famille recevra dans le mois la visite d'un médecin. Parce que le problème ici, dans ce pays, est que les diagnostics sont généralement posés en retard. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens d'aller à l'hôpital. Et lorsqu'ils s'y rendent, c'est trop tard. Alors nous voulons instaurer ce système-là de médecins de famille pour que ces médecins-là puissent suivre nos citoyens, chez eux à la maison, pour prévenir, parce que la prévention c'est important. Nous allons aussi, dans ces contextes, soutenir le développement de l'industrie nationale des produits pharmaceutiques. Nous devons être en mesure de produire certains médicaments ici localement. Ça, nous devons le faire. Par rapport à la construction de l'identité positive, qui est la 3e sous-catégorie dans notre axe social, que nous définissons aussi comme culture et art, qui est une forme d'existence esthétique. Ici, nous allons lancer un projet très important. Nous allons inventer une thèse congolaise sur l'histoire. Nous allons inventer une thèse congolaise sur l'histoire. Nous vivons comme si nous n'avons pas d'histoire. Parfois nous consommons la France, parfois nous consommons la Belgique, parfois nous consommons les États-Unis, mais notre propre histoire, nous ne la consommons pas. Il nous faut une thèse, une histoire, qui va commencer aussi loin possible. Et nos enfants, dès le bas âge, apprendront cette histoire-là. Et une mesure audacieuse que nous allons prendre aussi, nous allons intégrer la rumba congolaise dans le cursus scolaire. Nos enfants seront à mesure d'apprendre notre musique à l'école, qui d'ailleurs est une fierté et une richesse pour nous. Et pour clôturer, c'est vrai que c'est un résumé que je suis en train de vous présenter. Vous aurez, après la présentation de ce projet, l'opportunité de voir l'intégralité de notre programme que nous allons vous envoyer. Le dernier axe concerne la politique étrangère et environnementale. Le titre, c'est une diplomatie rationnelle. Le plan d'action, c'est discours pacifique, pouvoir de dissuasion et solutions rationnelles. Le principe, c'est la non-ingérence, le dialogue constructif et le droit à une vie saine et équilibrée. Alors, quels sont les objectifs poursuivis dans cet axe, qui est le dernier? Nous voulons d'abord protéger nos intérêts nationaux dans les relations bilatérales et multilatérales. Nous voulons rétablir la paix et la stabilité. Nous voulons poursuivre notre objectif de l'intégration régionale. Nous voulons accroître la visibilité de la République démocratique du Congo. Et nous voulons affermir notre rôle géostratégique et géopolitique dans la région et dans le monde. Et nous voulons collaborer pour préserver notre planète. Alors, quelles sont les grandes lignes dans cet axe? Nous voulons d'abord améliorer la capacité institutionnelle du ministère des Affaires étrangères. Parce que la politique étrangère passe par le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, vous constaterez que c'est le président de la République et ses amis qui gèrent les affaires étrangères. Ce n'est pas correct. La diplomatie, c'est le travail des diplomates de carrière, de personnes qui ont été formées pour mener cette tâche-là.
Alors, nous voulons augmenter le nombre de diplomates de carrière. Nous voulons mettre fin à la nomination d'ambassadeurs en dehors de la profession. Notre objectif par rapport à l'unité africaine, parce que c'est important, là nous attaquons maintenant tous les problèmes selon les secteurs, est un objectif indispensable pour nous, à moyen et à long terme. Alors, par rapport à l'unité africaine, nous allons d'abord accorder la priorité à la modernisation de l'union douanière, à la libéralisation des visas. Nous allons nous battre pour que le passeport congolais soit valorisé dans presque tous les pays d'Afrique. Nous allons résoudre le problème des réfugiés et nous allons aussi travailler pour la réalisation du marché commun. Que les entrepreneurs, les commerçants congolais soient en mesure de vendre leurs produits dans différents marchés. La SADC est importante aussi pour nous. La dissuasion fournie par la SADC est essentielle pour notre sécurité. Pendant ce quinquennat, nous n'avons pas été actifs dans la SADC. Nous avons négligé la SADC. Si nous prenons le pouvoir, nous allons éviter à ce que la SADC ou encore la RDC, soit un allié problématique au sein de la SADC. Parce que nous sommes menacés, nous avons 9 voisins. Et la SADC a montré pendant plusieurs années qu'elle était un allié important. Nous allons renforcer notre collaboration avec les membres de la SADC. Nous allons tout faire, toujours dans la région, pour empêcher à ce qu'il y ait de nouvelles alliances politiques, économiques ou militaires contre les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi, par rapport à l'EAC, parce qu'il y a maintenant aussi ce problème de l'EAC, nous serons ouverts au dialogue et à la coopération avec l'EAC seulement sur la question de rapatriement des réfugiés rwandais, burundais et ougandais. Ils doivent rentrer chez eux. On ne peut pas continuer à héberger des gens qui la journée sont mariés à nos filles, à nos femmes, et la nuit ils prennent des machettes pour nous décapiter. Ça doit s'arrêter. Par rapport aux États-Unis et à l'Union européenne, nous allons insister pour un changement de leur politique sur la question du Rwanda et la guerre en République démocratique du Congo, précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. Par rapport à la Chine, parce que nous avons aussi de bonnes relations aujourd'hui avec la Chine, nous allons éviter que la question des contrats miniers entre les entreprises chinoises et le gouvernement congolais soit une source de tensions entre les deux pays. Nous allons travailler avec la Chine parce que nos relations avec la Chine sont multidimensionnelles. Une grande partie des commerçants congolais vont en Chine et nous avons aussi plusieurs Chinois en République démocratique du Congo. Et pour chuter dans cette catégorie de politique étrangère, avant d'aborder la question environnementale, nous allons privilégier des projets durables avec un nouveau partenaire qui semble être actif en République démocratique du Congo, c'est la Turquie. Nous allons collaborer avec la Turquie dans des projets de développement des infrastructures. Le dernier point, c'est par rapport à l'environnement. C'est ici que nous allons terminer notre présentation. Nous allons tout faire pour protéger notre air pur, notre eau pure et notre sol propre. Sont d'une grande importance dans le monde d'aujourd'hui. Comprenez que si nous accordons une grande importance aux enjeux environnementaux, c'est parce que c'est une question existentielle. La planète Terre est le seul endroit, le seul sanctuaire où l'être humain peut vivre. On ne peut pas détruire notre planète. On doit tout faire pour la protéger. On doit tout faire
pour protéger cette planète. Nous allons sensibiliser à l'environnement et au climat. Nous ferons de cela une politique d'État. Nous allons garantir l'accès à l'eau potable à toute la population. Nous allons encourager un business susceptible de créer beaucoup d'emplois. Ces business-là peuvent générer des centaines de milliers d'emplois. Nous allons encourager les jeunes à se lancer dans le business de la production de jeunes plantes. C'est un secteur qui peut générer beaucoup d'emplois. Nous allons encourager le processus de reboisement massif dans toutes les provinces. Et nous allons préparer, c'est par là que je vais chuter, nous allons préparer un plan de transition vers des voitures électriques par le biais d'une politique fiscale. Cela veut dire que les gens qui vont importer les voitures électriques paieront moins que les gens qui vont continuer à utiliser les voitures à essence ou à essence, disons. Notre programme pour le quinquennat 2025. Je sais que la question principale que vous vous posez, c'est avec quel budget vous allez le faire. Exactement. Nous avons prévu un budget et nous avons été le plus rationnel possible. Nous vous disons et nous vous confirmons que si nous prenons le pouvoir, la première année, nous allons mobiliser un budget de 20 milliards de dollars. Et compte tenu de tous les investissements que nous allons faire avec ces 20 milliards de dollars, à partir de la deuxième année, nous allons connaître une croissance exponentielle parce qu'on aura les infrastructures, l'agriculture commencera à produire et toutes les mesures prises et présentées ici vont faire en sorte qu'il y ait vraiment redynamisation de notre économie. Et nous aurons 20 milliards de dollars la première année. Et pour la deuxième année, ce budget va augmenter. Pour la troisième, quatrième et cinquième année. Et nous allons projeter pour les 5 ans un budget très réaliste de 110 milliards de dollars en 5 ans. C'est un budget très réaliste. Ce que nous pouvons réunir, c'est ce que nous pouvons réaliser. Voilà, chers compatriotes, chers cadres du parti et chers amis des médias, c'est que nous avons comme offre politique que nous avons intitulée Nouvelle Donne, que nous avons tenu à vous présenter si nous prenons le pouvoir. Et nous sommes là disposés à répondre à vos différentes questions. Je vous remercie. Alors, merci Monsieur le Président pour votre allocution. Je pense que vous avez tous suivi, c'est que le Président a essayé un peu d'aider. Je suis journaliste de Welcome J'ai quelques petites questions à poser au Président. Deux questions. La première, c'est une sous-question. La première, c'est j'ai entendu la présentation après ça, le micro, parle ça, le micro carrément. Le micro là. Je disais, la première question, c'est par rapport. En fait, j'ai d'abord suivi la présentation de l'essence économique. Je suis intéressé de quel est votre programme par rapport aux personnes à mobilité réduite qui sont aujourd'hui des personnes marginalisées. Là, je parle de personnes comme les habitants. Je parle des handicapés, des personnes qui vont avec la handicap, qui depuis des années sont marginalisées, sont victimes de la société congolaise. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux pour qu'ils puissent également se sentir comme de vrais Congolais? Et la sous-question, c'est de savoir, au-delà de ces programmes que vous avez présentés, je crois que c'est plus de 300 programmes, il y a le candidat. En fait, il y a le président en place qui est également candidat. Une fois que vous êtes au pouvoir, il deviendra automatiquement votre prédécesseur. Et durant ces 5 années,
durant le mandat qui vient de passer, il a eu aussi à faire de réalisation. Quand vous serez au pouvoir, pensez-vous mettre de côté tout ce qui a été fait, c'est pas pour faire la propagation de ce qui a été réalisé, vous allez seulement vous attarder à réaliser vos programmes en cours, ou pensez aussi dans le cadre de la continuité de l'État. C'est une sous-catégorie dans l'axe social. Là où nous avons parlé de famille, jeunesse, blessés de guerre et personnes vivant avec handicap. Il y a à peu près 24 projets concernant cette sous-catégorie. Pour les personnes vivant avec handicap, parmi les projets phares que nous avons, c'est d'abord réserver un quota de travail dans l'administration publique et dans les entreprises privées pour ces personnes-là. Nous allons aussi dans les écoles professionnelles nous assurer que les personnes vivant avec handicap puissent suivre des filières bien spécifiques qui peuvent permettre à ces gens-là de développer certaines compétences. Ça peut être la programmation, ça peut être le codage et bien d'autres choses. Parce qu'ici nous parlons aussi des blessés de guerre qui entrent dans cette catégorie-là. Nous sommes même allés plus loin pour dire que nous allons créer une catégorie de bourses d'études pour les enfants des militaires blessés de guerre. Nous avons même prévu cela. Nous allons promulguer une telle loi pour donner des bourses à ces enfants-là. Et puis sur le plan des infrastructures, il nous faut des routes appropriées, que nous qualifions de routes violettes pour les personnes vivant avec handicap. Cela veut dire que les aveugles, les sourds-muets, on va s'arranger pour qu'ils puissent avoir des infrastructures appropriées pouvant leur permettre de ne pas vivre un problème d'intégration. Lorsque j'ai dit que nous faisons la promotion de l'individu ou groupe d'individus, l'individu c'est vous et moi, l'individu c'est aussi des groupes spécifiques comme des personnes vivant avec handicap, comme les blessés de guerre, comme les enfants de la rue. Pour nous ce sont des cas individuels et nous développons de stratégies pour nous occuper d'une certaine manière. Voilà ce que je peux dire. Par rapport à la continuité, bien sûr, nous en tant que démocrates, nous croyons au principe de la continuité de l'État. L'État, c'est d'abord la continuité. S'il y a eu des avancées, la moindre des choses serait d'abord d'évaluer tout ce qui a été fait. S'il y a des points positifs, nous allons construire sur ces points positifs-là. S'il y a des points négatifs, bien sûr, nous allons voir comment réajuster pour construire quelque chose de solide, pour permettre à notre pays de continuer sa marche vers l'émergence. Nous n'allons pas tout balayer, nous allons évaluer et ensuite nous allons prendre des dispositions nécessaires pour construire sur ce qui a été fait. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci. Bonjour Président. Bonjour. J'ai cette question à vous poser. En 2018, vous étiez candidat président de la République. Vous nous avez présenté un programme. Et en 2023, vous êtes encore candidat à l'élection présidentielle. La question est celle de savoir, c'est quoi la différence entre le programme présenté en 2018, votre programme bien sûr, et le programme que vous venez de présenter aujourd'hui pour l'élection présidentielle depuis en décembre 2023. Autrement dit, c'est quoi la particularité de ce programme que vous venez de présenter? C'est vrai que en 2018, nous avions présenté un programme intitulé Plan d'urgence pour la République. C'était un programme très riche en innovation. Et je peux vous citer quelques exemples. Notre projet de 2018, notre programme, était le seul projet qui avait prévu les réalisations dans les 100 jours après la prise du pouvoir. Tous les autres candidats n'avaient pas pensé aux 100 jours. On était les seuls à penser à cela. Et malheureusement, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont pris les 100 jours. Et puisque ce n'était pas planifié, vous savez comment est-ce que Makambango et Soukaki. Notre projet avait plusieurs autres innovations, mais je ne vais pas rentrer là-dedans.
L'innovation cette fois-ci, c'est la nouvelle donne, c'est une version améliorée et enrichie du plan d'urgence pour la République. Déjà, nous avons quitté les 100 jours pour les 90 jours. Ça, c'est une différence. Nous avons ajouté les 360 jours. Donc la logique ici, c'est la qualité et des projets mesurables et quantifiables. C'est-à-dire quand nous prenons le pouvoir, c'est qu'on vous a promis en 90 jours. Si on ne le fait pas en 90 jours, vous allez revenir en tant que média pour dire que voilà, en 90 jours, je vous ai promis, c'est là que vous n'avez pas fait. La population sera en mesure de suivre cela. Et nous avons ajouté aussi d'autres aspects. Comme je l'ai dit, par rapport à la sécurité intérieure, la mesure qui consiste à relocaliser nos populations dans les zones frontalières vers le centre du pays, c'est une innovation. Et il y a plusieurs autres innovations, comme dans le secteur de l'agriculture, où nous voulons donner 3 clés à chaque diplômé. C'est une innovation. Donc lorsque vous allez lire et vous allez comparer, parce que les 2 projets sont disponibles sur Internet, vous allez voir que la nouvelle donne est vraiment une version très enrichie, parce que le plan d'urgence pour la République contenait 149 projets. Aujourd'hui, nous sommes à 375 projets. C'est plus que le double de ce que nous avions en 2018. Voilà la différence entre les 2 projets. Mais nayo physiquement comme le web sport. La programme pour le pays sportif. Na sepeli mingi pona motuna wana tangu bokotanga projet na biso nde boko comprendre. Sport to tchango na ba catégorie ebele. Esika tolobeli jeunesse tolobeli sport. Esika tolobeli éducation de base tolobeli sport. C'est-à-dire que tolobi nini par exemple une éducation de base. Tolobi toko orienté bana na biso pe toko tangisa bango sport pour pas considérer yango désormais comme carrière de vie. Tango batangi biographie na nga awa. Balobi na beta football semi-professionnel na sala pas athlétisme. Nazalaki makasi na football. Nazalaki mbangu na athlétisme. Nandoki mandeti bato bazalaka na ba Jeux olympiques. Mais na développer carrière on a été pour nani. Parce que tant que bande koko la pona ba boti na biso sport ezalaki pona ba voyou. Yango biso to linto ko tsamo na école po tangu bara bazoko la ba comprendre que Messi pe azo sala musala. Ronaldo pe azo sala musala. Pour tous les talons, ils allaient au béba. Il y a un effort pendant la infrastructure. Dans l'infrastructure, on a 336 stades municipaux. Donc 336 stades dans chaque commune de la République. Ils allaient répondre pour le problème à sport parce qu'on ne peut pas imaginer le sport sans infrastructure. Donc voilà. Moi je voudrais savoir comment est-ce que vous comptez réaliser ces gens aussi. Parce que nous avons vu, nous avons assisté à des plénières et puis voilà, jusqu'à ce que les gens ont été insérés, captivés dans la prison, mais après relâchés. Qu'est-ce que vous ferez en tant que président de la République? Quelles seront les sanctions? Et puis comment est-ce que vous ferez d'abord l'argent détourné et puis après sanctionner la personne? Et la deuxième question est sur les secteurs économiques. Vous avez parlé de la dépolarisation du secteur économique. Comment est-ce que vous saurez à faire ça? Parce que nous dépendons vraiment de cette monnaie-là. Comment est-ce que vous aurez à faire? Est-ce que vous n'allez pas voir que cette façon de faire pourra empiéter l'économie congolaise? Par rapport à la première question, si vous m'avez suivi au début, j'avais dit que parmi les mesures concernant les partis politiques, je veux changer le système de scrutin. Pourquoi est-ce que nous avons dit ça? C'est parce que nous avons constaté que le politique congolais, au nom des alliances pour gagner les élections, est prêt à piétiner les lois de la République. Les personnes condamnées et relâchées
ont été relâchés, certains parce que le président avait juste besoin des alliés. Or, si nous rétablissons le parti politique dans son rôle d'acteur majeur, nous allons permettre au parti politique de jouer son rôle sans recourir aux alliances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons parlé de la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est une cour qui va s'intéresser, se pencher, se concentrer sur tous les problèmes liés au détournement. Alors, lorsque on vous arrête pour détournement, vous serez jugé. Nous avons parlé des tribunaux, des cours et tribunaux spécialisés, c'est-à-dire des cours et tribunaux créés juste pour arrêter les détourneurs. Nous allons aussi nous arranger pour créer des prisons spéciales. Ceux qui bâtissent en prison, parce que pour nous, vous êtes une menace contre notre sécurité intérieure. Troisième chose, dans notre projet, nous avons aussi prévu de lancer l'office des biens mal acquis. Batu oyo bayi bakambongo na Congo. Bachanga mbongo na bango na banque te. Bango nyonso basombaka nde mapango po kuna contrôle les alités. Et puis bino nyonso boyebi ke mutu azaki na mbongo te lobi akomi na 10 mapango bozolo beloko te. Il faut justifier osombaki yango ndenge nini otongaki flat wana ndenge nini. Office des biens mal acquis yango wana. So to moni clarté, to ko récupérer yango et comme il y a l'état, to teki yango to récupérer mbongo ya l'état. C'est ça yango simple. To ko souka na arrestation te, nous allons aussi récupérer. Ça nous allons le faire. Merci beaucoup. En fait, il y a une je dis, d'abord était l'infrastructure de base. Selon un organisme international, il faut, c'est-à-dire pour relier le réseau routier de la RDC, il faut une durée de 10 ans. 10 ans répartis en termes de budget à 4,5 milliards à 5 milliards de dollars. Donc ce qui veut dire tout simplement par rapport aussi au nombre de kilomètres, parce que eux ont parlé, ils ont parlé de 11 000, vous parlez de 11 400 et quelques kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence. Alors comment allez-vous, est-ce que c'est réaliste de dire que dans 5 ans, vous pouvez parvenir à régler ces réseaux routiers? La deuxième question, c'est par rapport à la politique étrangère et environnementale. On doit dire qu'actuellement, il y a une guerre qui est sous-entendue, la guerre des eaux. Alors vous êtes candidat président et demain, je crois, avec la mobilisation, vous serez candidat, vous serez président de la République. Comment allez-vous s'y prendre par rapport à cette guerre des eaux? Merci. Par rapport aux infrastructures de base, nous avons parlé de 11 000 km parce que nous avons très bien évalué ce secteur-là. Et nous sommes convaincus qu'on ne peut pas parler de développement sans infrastructure de base. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent dans ce secteur-là, de la construction des infrastructures, surtout des routes, c'est le problème de détournement. C'est aussi le problème de financement ou de la coopération du partenariat public-privé. Aujourd'hui, si vous voulez construire des routes et que ces routes-là sont préfinancées, l'État dépense environ 1 million de dollars, parfois plus. Mais si vous préfinancez cela, vous utilisez votre propre argent, vous pouvez réduire les coûts jusqu'à 715 000 dollars avec votre propre argent. Nous ne disons pas qu'en 5 ans, nous allons construire 11 km de route. Non. Nous allons commencer. Et nous allons construire le maximum de routes possibles. Parce que notre philosophie dans l'axe économique, c'est jeter les bases solides d'une République démocratique du Congo qui produit et qui grandit en produisant. Donc c'est un processus que nous allons commencer parce qu'une fois que ce processus-là commence, la richesse aussi va suivre automatiquement. Et plus nous allons réunir l'argent, plus nous allons continuer avec beaucoup de célérité. La deuxième question, c'est par rapport aux eaux douces. Vous avez totalement raison. Et la chance que nous avons, c'est l'une des richesses que beaucoup ignorent. Nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau douce dans le monde. Le fleuve Congo, les lacs et les rivières que nous avons ici. Lorsque vous allez en Occident et dans d'autres pays d'Afrique, les gens se battent déjà pour l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'eau de la mer et l'eau de l'océan
qui contient beaucoup de sel et c'est difficile à traiter. Ils dépendent de la neige et des eaux usées. Mais nous n'avons pas encore pris le soin d'investir dans cette eau-là. Parce que ça va devenir une forme de richesse dans le futur, plus important que le pétrole et l'essence. Comprenez que si les gens se sont entretués pour le pétrole et l'essence, qu'est-ce qu'ils ne feront pas pour l'eau? Alors nous voulons investir dans ces secteurs-là pour que lorsque ce problème-là va gagner d'ampleur, nous soyons l'une des plus grandes réserves du monde. C'est pourquoi dans notre politique d'emploi, nous avons dit, nous allons réunir tous les experts pour déterminer quelles sont les professions du futur et quels sont les secteurs du futur qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de se faire beaucoup d'argent. Et l'investissement dans les eaux fait partie de cela. Merci beaucoup. Je vois le sens de cette phrase. Vous dites faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'avec la République de Tshisekedi, nous sommes au 12e siècle. Et vous parlez de la refondation, parce que ce que vous voulez faire, c'est une sorte de refondation du pays, la RDC, qui est presque à 19e siècle, avec tous les défis qui sont les nôtres. Comment vous croyez? Merci. Dans le 21e siècle, ce genre de problème ne doit pas exister. Le 21e siècle, pour nous, c'est tout un concept, toute une motivation, tout un objectif, toute une ambition. Le 21e siècle, comme je l'ai dit, c'est la technologie, c'est la science, c'est la démocratie avancée, c'est la médecine moderne, c'est le confort, c'est la robotisation de notre vie aujourd'hui. Quand je parle de la robotisation, je parle des industries qui ont la capacité de produire beaucoup de marchandises en peu de temps. Le 21e siècle, c'est les téléphones dernier cri, les voitures électriques. C'est toutes ces choses-là. C'est l'électricité permanente. C'est l'eau potable pour tous. Voilà. Je crois que vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui se trouve à Malembankoulou tombe malade et qu'on doit changer ses reins ou son cœur à l'âge de 40 ans, cette personne-là sera condamnée à la mort parce qu'il n'y a pas à Malembankoulou des infrastructures appropriées pour sauver sa vie. Mais à quelques 8000 km de Malembankoulou, pas à 8000 km, à quelques 2000 km, 3000 km en Afrique du Sud, il y a ces genres d'hôpitaux. N'est-ce pas dramatique? N'est-ce pas une tragédie de voir quelqu'un mourir à cause d'une maladie qui a déjà trouvé la solution ailleurs? Pas par les Martiens, mais par les Terriens. N'est-ce pas dramatique de manquer l'électricité? J'ai une fille de 3 ans. Parmi les phrases qu'elle sait prononcer correctement, c'est « Papa, le courant est parti ». On peut rire de cela, mais c'est aussi dramatique. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait 14 ans, le courant est parti pendant 30 secondes. Et on nous a informé 1 mois avant que le courant partira pendant 30 secondes. Quels sont les transformateurs qu'ils utilisent là-bas qu'on ne peut pas utiliser ici? Quels sont ces câbles qu'ils utilisent là-bas qu'on ne peut pas utiliser ici? Quand je parle du 21e siècle, je parle de cela. Je veux qu'on vive dans ces mondes-là où tout le monde vit. Parce qu'on le mérite. On meurt à 50 ans, 52 ans, 40 ans. Justement parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Ce n'est pas normal. Pendant que nous vivons dans un pays riche, et cette richesse peut nous permettre d'avoir tous ces conforts-là. Nous voulons le paradis sur terre. Piste pour l'émergence, c'est ce qui promet le paradis ici. Si vous voulez un autre paradis, tant mieux, priez pour ça. Mais le paradis sur terre, là, nous, on veut vous l'offrir.
l'époque, vous avez écrit maintenant, vous avez mis intégrer la rumba dans les cultures scolaires. Avec quelle chose d'abord? Parce que souvent, vous voyez, on peut nous faire l'école. J'avais du mal à écrire. Donc, quand il y a là-haut, il y a maman, Vous savez, comme je l'ai dit, la culture, c'est une question existentielle. C'est une question liée à l'identité. L'identité, c'est celui que vous êtes. Et si vous n'avez pas une identité, vous ne pouvez pas non plus savoir ce que vous voulez. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Il faut d'abord savoir qui vous êtes avant de savoir ce que vous voulez. La musique congolaise, ça fait partie de notre identité. Il n'y a pas que du négatif dans notre musique. Notre musique a connu une évolution extraordinaire. Des années 1950 à nos jours, lorsque vous regardez notre musique à l'époque du Grand Calais, de Taboulé, peut-être de Mbiliabel jusqu'à Redi Amissi, qui est encore vivant parmi nous, nous avons quand même pu découvrir ce côté-là positif, éducatif, instructif de notre musique, avec une profondeur de paroles, une profondeur de textes qui non seulement peuvent servir à créer la cohésion sociale, mais aussi à développer les capacités cognitives de nos populations. Donc Koffi Olomide, sur ses 40 ans de carrière, je ne sais pas il a combien d'années de carrière, il n'y a pas que du négatif. Il y a plus du positif que du négatif. Donc Koffi Olomide. Il y a plus de conseils que de bêtises. Nous pouvons capitaliser sur cela. Parce que la musique aujourd'hui, la musique classique, qui est aujourd'hui enseignée dans les universités, dans les institutions supérieures, même dans les écoles, c'est une musique qui a émergé de quelque part. Et nous aussi, nous avons notre musique. Il faut qu'on trouve seulement de voies et moyens pour capitaliser cela. Les réseaux sociaux que vous utilisez aujourd'hui, prenez l'exemple de TikTok. Il y a le négatif et le positif dans TikTok. Et tout dépend de votre capacité à sélectionner ce qui est positif et ce qui est négatif. Malheureusement, notre État ne fait rien. Mais lorsque vous allez en Chine, on vous dit que les jeunes qui ont moins de 18 ans n'ont pas accès à TikTok après 18 heures. C'est une mesure que l'État peut prendre. Et avec la technologie, vous pouvez imposer des limites à cela. Donc par rapport à la musique, nous serons sélectifs, nous allons filtrer et nous allons voir comment est-ce que nous transformons cette musique-là en une vraie richesse culturelle que nous allons perpétuer. Cela veut dire transférer aux générations futures parce que nous avons constaté que c'est une grande richesse au même titre que toutes les autres richesses et nous sommes des savants en cette matière-là. Pourquoi ne pas rendre cela quelque chose de beaucoup plus scientifique? Voilà la raison d'être de notre approche par rapport à la rumba. Alors, monsieur le fait défaut, nous sommes l'ancien président pour ces jeux de questions et réponses. Chers invités, nous sommes pratiquement à la fin de notre activité. Alors, nous allons nous tenir debout pour exécuter l'hymne national. Debout, Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Fièrement saluer les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin
jour sacré des libertés, serment de liberté, que nous légons. Voilà, chers téléspectateurs, nous voilà arrivés à la fin de cette journée très enrichissante où nous étions là pour assister à la présentation du projet de société justement de l'un des candidats à la présidentielle de cette année. Il s'agit bien de M. Seth Kikouni. Vous l'avez suivi avec nous plutôt. Il s'agissait bien d'une présentation surnommée ou nommée la nouvelle donne, c'est-à-dire changer les choses pour l'émergence de notre pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que parmi ce projet, on fait allusion justement à l'infrastructure de base. On parle aussi de la production locale. On parle également de la création plutôt d'emplois, les logements pour tout le monde. Vous savez, il est très important que le peuple congolais puisse avoir des logements adéquats et aussi la sécurité, la défense, ainsi que l'entrée dans le 21e siècle. Vous savez, à l'heure où nous sommes, il y a la numérisation, il y a la nouvelle technologie de l'information, de la communication. Eh bien, il est très nécessaire pour que notre pays puisse entrer dans cette nouvelle ère. Voilà un peu en quelques lignes ce que nous pouvons retenir par rapport à cette journée. Eh bien, il faut savoir que pour votre gouverne d'ailleurs, c'est presque dans 6 jours qu'il y aurait bel et bien le début de la campagne électorale et c'était obligé, c'était un exercice démocratique pour que Seth Kikouni puisse présenter son projet de société. Voilà un peu, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse les élections de décembre prochain. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune, nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.